Bonjour, ici Élise Madé, vous écoutez le 19e épisode de Ma Découverte. 19e épisode quand même, on approche du 20e, c'est quand même quelque chose, je suis assez fière de ça. Puis en plus, dans cet épisode-là, on parle d'un thème qui me rejoint tout particulièrement, qui est l'écriture. Depuis que je suis toute jeune, j'adore lire, écrire, j'adore les mots pour la beauté de la langue française, mais aussi pour tout ce que ça me permet d'exprimer et ce que ça permet d'exprimer à tout le monde en général. Et justement, c'est un peu ça le thème plus précisément de l'épisode aujourd'hui, c'est le pouvoir des mots. On a la chance d'en discuter avec l'auteure Myriam Jézéquel. Elle a un background en philosophie, en journalisme juridique, dans l'écriture de romans également. Bref, elle a toujours eu l'écriture au centre de sa vie. Et elle va nous partager son amour des mots. Elle va nous dire comment on peut se réapproprier les mots en faisant, par exemple, des exercices d'écriture. Alors, c'est un beau programme qu'on a aujourd'hui à Ma Découverte. Alors, je vous laisse tout de suite commencer cet épisode. Voici ma découverte de Myriam Jézéquel. Merci beaucoup d'être là, Myriam. Merci de ton invitation. Je me demandais, bon, je te connais pas beaucoup, j'ai vu un peu ce que tu faisais, je sais que tu es journaliste, que tu as un background en philosophie, que tu animes aussi des ateliers d'écriture, mais comment tu te décrirais autrement que par ces professions-là, pour ceux qui ne te connaissent pas? En fait, les mots, je te dirais, relient beaucoup la personne que je suis et la profession que j'exerce. Mais ça a beaucoup évolué, ça a vraiment beaucoup évolué. Je te dirais que quand j'étais jeune, j'ai toujours été sensible aux mots. Ils ont toujours eu une résonance particulière et même, enfin je sais que les gens sensibles aux mots comme moi me comprendront, on va parfois retenir davantage une petite phrase qui nous a été dite au bon moment, un message particulièrement tendre, je veux dire dans l'enfance, les mots restent. Alors que parfois on peut être moins sensible à certains gestes ou alors que les mots restent. Donc ça me définit, je te dirais que ça me définit pas mal personnellement et puis j'ai eu de la chance de pouvoir utiliser en fait cette sensibilité pour les mots dans ma profession. Mais ça a quand même évolué, ça a quand même vraiment évolué. Est-ce que c'est parti un peu de la philosophie dans ton parcours? Justement, en fait, je te dirais que la philosophie a été hyper importante pour moi. Au départ, les deux étaient là. C'était un duo. Je veux dire, la littérature, vraiment, m'interpellait beaucoup. Mais comme j'étais déjà très émotive et très sensible, j'avais comme besoin d'une petite épaisseur. Et je trouvais que la philosophie, cette maîtrise de la pensée, cette force du raisonnement, cette manière d'aiguiser son jugement, il y a aussi une agilité intellectuelle qui m'intéressait. Ça m'a donné une force, une colonne vertébrale qui me permettait de jouer un peu un rôle de garde-fou par rapport à cette sensibilité. Parce que si je m'étais dirigée d'emblée vers la littérature, au lieu de choisir la voie de la philosophie, je crois que je me serais laissée déborder par mon émotion, ma sensibilité. Donc ça me prenait vraiment la maîtrise du langage. Et puis bon, j'ai eu quand même beaucoup de chance parce que très jeune, j'ai rencontré sur ma route des auteurs. Nietzsche a eu beaucoup d'importance pour moi, Platon, Alain. Et encore aujourd'hui, parfois je me dis waouh, tu sais ces moments où tu as l'impression qu'il y a comme un gros scandale, puis le monde se laisse emporter par l'affectif, par des réactions très émotionnelles. Alors, ça vibre beaucoup. Je veux dire, ça a beaucoup d'impact sur moi, ce que j'entends. Parce que tu fais des liens avec ces grands philosophes-là, avec leur pensée. En fait, du coup, si tu veux, quand je suis dans cet état-là, de ressentir très fortement, un petit peu ce qu'on appelle les sensations du monde, de ce qu'il y a à l'extérieur, je reviens vers effectivement la philosophie, Nietzsche, qui lui, c'est un regard très lucide. C'est une forme d'intelligence, en tout cas ça calme. Donc écoute, c'est un équilibre constant entre la raison et le cœur. Mais personnellement, j'avais vraiment besoin des deux, de la philosophie pour me construire en tant que par la pensée, mais aussi en tant que personne aussi. Oui, en tant que personne aussi, trouver des références. Et on dirait que
On dirait qu'enfin, au départ, quand on commence, la réflexion, c'est comme si elle avait besoin d'un socle. Un peu comme Descartes. Descartes, à un moment donné, il s'est dit, waouh, on m'a appris tellement de choses. On m'a tellement raconté d'affaires. J'ai besoin de découvrir par moi-même sur quoi je peux m'appuyer. Quelles sont certaines vérités, mais qui fortes, sur laquelle je peux construire ma pensée personnelle, penser par moi-même. Et donc, du coup, j'avais besoin de la philosophie aussi pour trouver ce socle. Et c'est pour ça que j'ai fait une thèse sur les fondements de la justice, parce que je voulais savoir les droits de la personne, on en parle, mais sur quoi ça repose, c'est quoi les valeurs fondamentales. Et après, alors là, j'ai fait 360 degrés, je me suis intéressée, j'ai fait un postdoc dans le domaine l'anthropologie juridique. OK. Qu'est-ce que ça veut dire, anthropologie juridique? En fait, il y a des références comme Norbert Rouland et autres. C'est vraiment s'intéresser à la culture juridique, aux mentalités juridiques, à la manière dont le droit est vécu. Donc, on passe des fondements, des valeurs fondamentales, à la manière dont les choses sont, la manière dont les gens s'approprient le droit, le font vivre, l'interprètent, et on tombe dans, il y a différentes cultures juridiques, différentes familles, puis ça, c'est fascinant. C'est fascinant. C'est vraiment une fenêtre sur le monde. Et alors, d'un pays à l'autre, ça va changer, oui, ou même au sein d'une même société, ça peut... Oui, en fait, on est toujours, si vous voulez, en philosophie en général, un point commun des personnes qui aiment la philosophie, c'est que les choses ne vont pas de soi. On n'aime pas beaucoup ce qui semble être des évidences. Donc du coup, on se questionne beaucoup. Et ça reste, ça ne disparaît pas avec l'âge. On se questionne beaucoup. Eh bien, l'anthropologie juridique m'a justement permis de comprendre que, ok, moi je suis née dans une société où on m'a toujours appris que dès la naissance, tu as des droits. Tu nais avec des droits en tant que personne. Voilà. Alors qu'il y a d'autres cultures juridiques, pas du tout. On a d'abord des responsabilités. Okay. Et plus on a de responsabilités, plus on a de droits. Et même la notion de droit individuel, c'est très différent. Et ça reflète vraiment une mentalité, mais aussi comment on se perçoit en tant que personne, notre place au sein du groupe, parce que même les droits individuels, ça n'a pas forcément le même sens dans toutes les cultures. Souvent, dans certaines cultures, on appartient d'abord au groupe avant d'être pensé en tant qu'individu. Et j'ai commencé un petit peu comme ça en fait au Québec, où je me suis retrouvée dans des organismes communautaires ou autres, où il vivait des conflits avec des personnes d'autres origines. Et puis je disais, mais en fait, ça va au-delà du conflit de communication ou d'un regard différent sur la situation. Il y a un conflit de valeurs qui est lié à un conflit de droits aussi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la même compréhension des droits. Ils viennent d'une autre culture juridique. Enfin bon, voilà, je on pourra en parler pendant 1 heure, je crois. Donc, l'aspect juridique aussi, ça, c'est quelque chose qui t'a intéressé autant en tant que philosophe, mais aussi en tant que journaliste, si je me trompe pas. Oui, c'est-à-dire que je me suis heurtée à une chose, c'est en philosophie, on pourrait débattre pendant 30-40 ans sur les mêmes auteurs, s'intéresser aux mêmes références. Je ne peux pas. Personnellement, c'est pas mon profil. J'ai besoin de mettre à l'épreuve. Par exemple, devenir professeur et parler des mêmes philosophes dans des cours. Voilà, je l'ai fait. J'ai enseigné et je dirais que ce n'est pas moi. Non, j'ai besoin de mettre à l'épreuve les idées. Parce que le monde des idées est merveilleux. Sauf que si on ne met pas à l'épreuve les idées, on peut aussi vraiment être dans un monde intellectuel déconnecté de la réalité. Donc du coup, effectivement, le journalisme juridique. Puis j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir travailler 10 ans au Journal du Barreau et d'autres médias en droit, permet réellement de voir c'est quoi l'actualité juridique. Et c'est un reflet de l'évolution de la société. C'est hyper intéressant. Oui. Absolument. Et auteur aussi, comme si c'était pas assez, en plus d'être philosophe, journaliste, t'as aussi écrit des romans, de la fiction, mais aussi des livres plus pédagogiques. Oui, c'est une évolution. C'est une évolution
J'ai commencé à écrire des livres, par exemple la notion d'accommodement raisonnable. Très d'actualité encore aujourd'hui. Oui, mais à l'époque, en fait, au cours d'une entrevue, j'avais entendu pour la première fois cette notion. Et puis, et je m'apercevais qu'il y avait quelque chose qui se passait à ce niveau-là. Et ça, c'était avant qu'on en parle. Ok. Donc bien avant la commission Bouchard-Taylor, etc. Et puis donc j'ai commencé à faire mon enquête, j'en ai parlé à ma rédactrice en chef, et elle me dit bah écoute, je te donne carte blanche si tu veux faire des reportages sur le sujet. Donc j'ai fait 3 reportages milieu scolaire, milieu du travail, milieu de la santé, et je voyais qu'il y avait des zones d'ombre. Et je trouvais ça hyper intéressant. Il y avait beaucoup de choses à interpréter. Alors du coup, je me suis dit c'est plus que des articles, ça c'est sera un livre. Voilà, exactement. Je me suis dit pourquoi pas recruter les meilleurs experts sur le sujet pour en faire un livre. Et c'est un petit peu comme ça que j'ai commencé dans le milieu de l'édition. Ah ouais. Et t'en as écrit combien de livres dans ce genre-là? Alors, quelques livres en droit. Ensuite, j'ai été recrutée par un chasseur de tête pour écrire sur des livres en fait dans le domaine d'éthique et culture religieuse. Ok. Donc des livres pédagogiques. Donc là, j'ai publié une collection. Et ensuite, de fil en aiguille, je me suis dirigée davantage vers des livres grand public. Et là, on m'a fait des propositions également d'écriture merveilleux. Sur des sujets philosophiques ou peu importe? Non, je profitais de l'instant présent. Ok. Ça, c'était pas ton idée, de ce que je comprends? Non, c'était une commande. Ah ouais? Et je n'ai pas résisté à la chose. Je me suis dit, mais oui. C'est un mot dont on entend beaucoup parler aussi, l'instant présent, l'importance de l'instant présent, qui peut être aussi galvaudé parce qu'on l'utilise à toutes sortes de sauces. Donc, comment tu t'es approprié ce sujet-là? Alors, d'une manière, au départ, j'ai fait comme je fais d'habitude, c'est-à-dire je suis chercheur. Donc, je commence par faire des recherches pour vraiment cerner le sujet. Et puis finalement, ma manière de l'aborder correspond à la personne que je suis. J'avais pas envie d'en faire un ouvrage intellectuel. Okay. Parce que pour moi, profiter de l'instant présent, puis je dis vraiment pour moi, mais il se trouve que c'est quand même devenu un best-seller, il a été réédité 5 fois, donc je veux dire, il y a d'autres personnes qui ont la même vision que moi, le même rapport à l'instant présent. C'est un art de vivre. C'est vivre l'instant présent, ce n'est pas le penser. Donc il y a tout un parcours à travers ça. C'est un éveil des sens, c'est ressentir plus fortement les choses pour vivre davantage. Moi, dans les réflexions, dans les peurs, dans les ruminations, mais d'être plus dans les 5 sens, comme tu disais, de savourer ce qui se passe en ce moment même et pas ce qui s'est passé il y a 5 secondes et non ce qui va se passer dans 5 secondes. Oui. En fait, c'est retrouver la saveur des choses. Et là, on sait que les saveurs, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de subtilité dans les saveurs. Mais là où j'ai eu beaucoup de chance, c'est que en fait mon éditeur à Paris m'a proposé après, donc en fait c'est cette année, donc des années plus tard, donc d'écrire un livre, un roman coach sur la saveur de l'instant présent. Qu'est-ce que c'est un roman coach? C'est un petit peu comme un roman initiatique, c'est-à-dire que le personnage principal vit une difficulté. Là, en l'occurrence, c'est une femme qui porte un certain bagage, qui pèse sur ses épaules par rapport au passé et qui a tendance à s'angoisser pour l'avenir. Donc autant dire qu'elle n'est pas du tout dans l'instant présent. Et elle nous ressemble beaucoup. Faut l'avouer. Je me reconnais déjà dans la description que tu as donnée, là. C'est une femme qui court. Elle a besoin de courir parce que s'arrêter la ramène à ses angoisses. Enfin, angoisse est peut-être un mot fort, à ses inquiétudes. Et donc elle rencontre quelqu'un. Là, en l'occurrence, je n'ai pas voulu la faire rencontrer un gourou parce que je n'ai pas cette mentalité-là de gourou. Je n'aime pas trop les gens qui se autoproclament maître à penser au gourou. Non, elle rencontre en fait une femme plus expérimentée qui a eu une prise de conscience dans sa vie, qui a fait qu'elle a changé son mode de vie. Et donc progressivement, au fil des chapitres, elle l'amène réellement à s'éveiller à l'instant présent, à développer une qualité d'attention et une qualité de présence à soi.
mais avec pour effet de ricochet une présence à l'autre, une qualité d'écoute. Et on sait très bien que pour se mettre à l'écoute de l'autre, du monde qui nous entoure, il faut aussi savoir s'écouter soi-même. Entendre ses propres mots, entendre sa propre voix intérieure. Et donc c'est une histoire qui se termine bien. J'espère. Donc c'est une fiction, mais qui voilà. Met de l'avant certains concepts qui vont faire réfléchir le lecteur. Oui, d'ailleurs, à la fin de l'ouvrage, il y a des conseils pratiques. OK. C'est-à-dire qu'on suit donc l'histoire de cette femme à laquelle on peut s'identifier et on peut justement s'approprier ses gestes parce qu'elle montre l'exemple. Donc, et à la fin, vous avez des exercices pratiques qui permettent de faire des bilans de conscience, enfin c'est un apprentissage de l'instant présent. Et tu as une autre fiction aussi que tu as écrite, un autre roman. Oui. Alors l'autre roman, ça c'est mon initiative personnelle, c'est un roman agenda. OK, ça aussi j'avais jamais entendu ça. Est-ce que c'est toi qui l'as inventé? Oui, en fait à ma connaissance, je n'en connais pas d'autres. OK. Mais oui, je me suis dit qu'on est quand même dans une société où on communique énormément par SMS, Messenger et autres. Et puis parfois on communique même plus comme ça que face à face. Ben oui, c'est clair. En tout cas, dans ma vie personnelle, souvent, mes contacts avec la plupart des personnes vont se faire via les réseaux sociaux, via des messages textes, téléphone. Oui. Parce que, à part les gens avec qui on travaille, des fois, on n'a pas la chance de côtoyer au quotidien nos proches toujours. Donc, effectivement, je me reconnais là-dedans. Fait que je suis curieuse de t'entendre sur la suite. Ben, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent. Ouais, c'est ça. C'est un nouveau mode de communication et du coup, je me suis dit, là, j'allais le faire sous forme d'agenda papier, mais c'est le même principe que de communiquer de façon virtuelle. Et donc, c'est une mère et une fille qui ne se voient pas, ou pas assez, ou qui se croisent dans l'appartement, il y en a une qui arrive, l'autre qui part, et donc elle s'écrit des petites notes dans l'agenda, et elles se répondent par petites notes. As-tu pensé à tel truc? Donc au début c'est anecdotique, sauf qu'à un moment donné il se passe quelque chose, un événement qui est déstabilisant, et là les mots hurlent. Et c'est ça que je voulais. Je voulais un langage oral. Je voulais que ce soit un dialogue avec des mots qui soient un langage viscéral où on entend la résonance des mots, les mots qui hurlent, les mots qui réclament aussi la présence physique de l'autre. Et donc, j'ai aimé faire cet exercice parce que quand je l'ai écrit, évidemment, je l'ai pas écrit avec ma tête. Je l'ai écrit avec moi-même en me mettant, donc ce sont des fictions, mais à la manière d'une comédienne qui monte sur scène et qui incarne son personnage, j'ai vécu les émotions de mes personnages. Je me mettais dans leur état, dans comment elles vivaient les choses. Donc je suis passée par toutes sortes d'émotions. Oui. Mais l'exercice que je voulais faire aussi, c'était aussi bien faire entendre les mots que faire entendre les silences. Parce qu'il y a des silences. Parce qu'on dit pas. Oui. Et puis parfois, le silence est extrêmement bruyant. Et même plus douloureux que les mots qu'on peut se jeter à la figure parce qu'on est contrarié ou... Enfin, surtout qu'on ne s'entend pas. Donc évidemment, la relation s'apaise parce que l'affection est très très présente. Et puis l'histoire se termine bien. Encore une fois. C'est essentiel. Mais je voulais expérimenter ce style d'écriture. On voit que dans ton travail, tout est... complémentaire, si je peux dire, parce que tu utilises plein de formes d'écriture différentes, autant dans le pédagogique que dans les romans dont tu viens nous parler, que dans ton enseignement quand tu étais professeur de philosophie. Tu sais, c'est toutes sortes de manières d'écrire différentes, puis je trouve que ça nous amène bien vers le thème que tu as choisi pour notre discussion aujourd'hui, qui est le pouvoir des mots. Oui. Puis comme tu l'as expliqué, les mots sont au centre de ton parcours professionnel, de ta vie depuis toujours. Donc, je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais pour bien commencer, donc, cette réflexion-là sur le pouvoir des mots, selon toi, qu'est-ce que tu veux dire par le pouvoir des mots?
Ben en fait, je vais peut-être l'expliquer sur comment ça m'est venu en fait, comment OK. ça s'est intervenu dans ma vie. Parce qu'au départ, quand même, venant d'un milieu de la recherche, un milieu plutôt très intellectuel même, et puis ayant exercé en journalisme juridique pendant très longtemps, même si après j'ai déployé plus vers d'autres sujets, gestion, etc., RH et d'autres sujets, tu comprends que c'est une écriture qui est très maîtrisée. On est quand même... Il y a une structure à respecter oui, aussi, j'imagine. oui. Et il y a une réflexion, il faut pouvoir cerner rapidement c'est quoi les enjeux. En fait, tu connais C'est pas parfaitement. spontané, là. C'est Non, pas non. de l'écriture automatique, là. Et je te dirais qu'à à ce moment-là, tout ça était très, très professionnel. Et à un moment donné, il y a eu quelqu'un dans ma vie qui dans mon entourage, qui s'est retrouvé en difficulté. Et puis donc les gens cherchaient à l'aider. Puis je me suis posé la question, au-delà de qu'est-ce que je peux faire pour toi, ou des gestes, ou lui rendre service. Je voulais vraiment l'aider. Et du coup, je me suis dit, waouh, comment est-ce que je peux l'aider? Puis et c'est là où les mots me sont apparus. Je me suis dit, ah, écoute, tu as cette compétence de pouvoir utiliser les mots. Et si tu l'utilisais aussi dans ta vie privée, plutôt que de le contenir juste à ta sphère professionnelle. Et cette personne avait besoin de soutien, d'encouragement, avait besoin de mots forts, vraiment des mots qui soutiennent. Du coup, ça a été aussi mon mode de résilience, ça a été de créer ma compagnie Au Petit Bonheur des mots, OK. qui sont des petites boîtes à messages. Alors ça commence le matin par 52 bonnes raisons de se lever du bon pied. C'est le petit zeste d'orange de motivation quand on se lève. C'est ça. J'en aurais besoin parce que moi, c'est rare que je me lève du bon pied, mais bon, c'est une autre histoire. Et puis ça se termine numéro 7 par 52 rêveries pour bien s'endormir. OK. Puis il y en a pour relaxer, il y en a pour prendre du temps pour soi, il y a des mots d'amour, il y a des mots d'amitié, il y a des... Et Des mots qui nous accompagnent dans notre Oui. quotidien pour Oui. mieux vivre, pour Oui, mieux... exactement, exactement. Avoir un accompagnement, en quelque sorte? Ou... Oui, exactement, c'est exactement ça. L'idée, c'est d'être accompagné par des mots. Et c'est tellement fort parce qu'en réalité, enfin pour moi, c'est ça la force, le pouvoir des mots. D'abord, c'était sortir les mots des livres et des étagères, les faire vivre, les faire circuler, prendre un petit mot, le glisser dans une poche, dans un sac à main, le laisser semer des petits mots partout, des petits mots doux. Et puis depuis, on m'a raconté aussi les effets. Là, j'ai eu même des demandes de mariage. Oh mon Dieu, ben là, je veux tout savoir. OK, fait qu'il y a des gens qui ont utilisé ces boîtes-là, ces mots-là, et que ça leur a enclenché chez eux un désir de... En fait, c'est parce que j'ai aussi une petite boîte à mots, 52 mots adorables pour chérie, donc OK. spécial Saint-Valentin. Donc c'est une amie qui en avait mis partout dans son appartement en son absence, et puis son conjoint pendant toute la semaine Ah! a découvert les petits mots, et puis Ça a le allumé la dénouement, flamme. c'était voilà, le dénouement a été une demande en Ah mariage. ben. Mais tout ça pour dire que c'est très important pour moi que les mots, oui, vivent, prennent un sens, nous accompagnent. À un moment donné aussi, j'ai été bénévole au Courrier des enfants à la Maison des enfants de l'île de Montréal, où on répond aux lettres d'enfants. Des enfants qui s'adressent à qui? Alors, ce sont des enfants qui peuvent vivre une difficulté et ne pas savoir à qui l'exprimer, ou des enfants qui ont peur de quelque chose, ou donc ils écrivent une lettre qu'ils mettent dans la boîte à lettres de l'école. Ah ouais. Il y a un facteur qui passe à prendre les lettres, et ensuite il y a une équipe de bénévoles qui répond donc aux lettres des enfants, et c'est encadré, ces lettres sont relues évidemment avant d'être envoyées aux enfants. Il y a une formation avant Oui, de répondre. Mais je trouve ça très très important. Je veux dire, je connais des personnes qui ont conservé une lettre, Ah ouais. pas forcément dans le cadre de cet organisme. Moi-même, ça m'est arrivé au cours de l'adolescence de tomber sur une page où c'était un éducateur qui avait fait une erreur, mais une erreur qui avait eu des conséquences parce que
Ça avait été fatal, en fait, l'erreur qu'il avait commise. Et donc, il tirait une leçon de l'erreur qu'il avait commise, et il y avait une vérité tellement forte dans son discours que j'ai arraché la page du livre et que cette page m'a accompagnée. En fait, elle continue de m'accompagner parce que c'est une page qui dit les vraies choses. Donc, je crois beaucoup dans ce pouvoir des mots qui peuvent accompagner toute une vie. Parce que tu disais sortir les mots des livres, mais il y a quelque chose d'un peu, pas ironique là-dedans, mais des mots, on les utilise à tous les jours aussi. On en utilise en se parlant en ce moment, au quotidien, quand on va écrire des messages textes ou quand on va parler à nos amis. Les mots sont partout, mais c'est de leur donner un nouveau sens, une forme plus précieuse. Oui, c'est dans mon esprit, c'était offrir les mots en cadeau. Donc c'est l'intention qui fait la différence, et on le sent nous-mêmes quand une personne nous dit un message qui s'adresse particulièrement à nous. Je veux dire, je pense qu'on peut offrir des mots en cadeau. J'en suis convaincue que certains mots sont des cadeaux. Ouais, c'est ça, mais je trouve que de prendre le temps de l'écrire sur du papier, de parler de vraies lettres physiques, il y a quelque chose de beau là-dedans parce qu'on dirait qu'on s'en écrit plus des lettres, à part des cartes de fête, mettons, qu'on va signer sur du papier. C'est de plus en plus rare de voir les gens s'écrire. Est-ce que, selon toi, ça serait, dans notre vie tous les jours, ça pourrait être quelque chose qui pourrait nous aider dans notre vie de prendre le temps de s'arrêter, là, puis vraiment écrire un vrai mot à quelqu'un de notre entourage ou... J'encourage à le faire. Je donne des ateliers d'écriture créative. Je peux donner le nom de l'organisme, Alain Fusard, qui est donc un organisme vraiment de créativité. Et les personnes, écrivent en fait toutes sortes de... Ça peut être... je leur demande d'écrire une lettre à leur auteur préféré. Et l'exercice suivant, je leur demande d'imaginer qu'ils sont l'auteur et qu'ils répondent. Ah ouais? Qu'ils sont l'écrivain et ils répondent à la lettre. Eux-mêmes? En fait, à leurs voisins. Donc, il y a un échange de lettres. Chacun joue un rôle voilà. Et en fait, c'est tout à fait étonnant. Le fait d'écrire, de prendre la plume, de s'adresser parfois à quelqu'un, il y a des choses très intimes qui se disent. Et il y a un effet, pour revenir sur le pouvoir des mots, il y a un effet libérateur. C'est indéniable. Écrire une lettre à quelqu'un, même si on ne la donne pas, la lettre. Ouais. Juste le fait de coucher sa pensée sur papier aussi, c'est extrêmement libérateur. C'est très libérateur. Et ce pouvoir même des mots va très loin parce que là, jusqu'à présent, c'est vrai que je t'ai parlé surtout comment moi je le ressens, ce pouvoir des mots. Maintenant, j'aimerais plutôt t'en parler de ce que j'observe du pouvoir des mots. Dans ces ateliers d'écriture, j'ai pas mal carte blanche. Donc, je vais vraiment chercher les exercices qui pour moi, vont aller puiser différentes ressources en nous. Ça peut être l'imaginaire, ça peut être la sensibilité, ça peut être également notre regard sur le monde, ça peut être, notre fantaisie. Je vais vraiment chercher des exercices très différents et parfois aussi une lecture, un langage sensoriel. On part aussi parfois du corps pour écrire. Donc, on part du corps aux mots. Et oui, j'observe dans ce groupe. D'abord, c'est un bonheur. Je le dis parce que je suis heureuse de le dire. C'est un bonheur d'offrir ces ateliers. Il y a quelque chose qui se passe, je sais pas, une synergie. Et je vois comment dire, des personnalités qui se dévoilent. Je vois même sur le visage. Parfois, j'ai vu des visages s'apaiser. C'est thérapeutique. Alors attention, je ne fais pas de thérapie. Non, mais je veux dire, il y a un effet... Mais oui, il y a un effet très très divers. Je ressens aussi ces effets-là parce que je ressens les deux effets. Moi, quand j'écris, ça m'apaise et ça me stimule.
C'est un peu comme une chorégraphie. Ça me donne une liberté immense et je le ressens chez les participants. Il y en a pour qui ça apaise et d'autres que ça stimule. Leur créativité, leur Oui, imagination. oui, exactement. Et puis il y a différents styles d'écriture. Ils se laissent surprendre. On n'est pas dans des exercices d'école, tu comprends? Ça n'a rien à voir. Écoute, je peux très bien. C'est Alors, pas accorder ses verbes. non, Sujet, verbe, complément. non. Et puis, il faut vraiment toujours aller voir au-delà des mots. Les mots sont vivants. Bon, alors j'ai prévu par exemple un petit programme d'été où on était à l'extérieur du local. Par exemple, on est allé dans le parc Jeanne-Mance, s'installer à côté d'un arbre centenaire. J'aurais demandé de toucher l'arbre et d'imaginer en fait que cet arbre est là dans sa position d'arbre, dans son statut d'arbre profondément enraciné et témoin de ce qui se passe, comme capable de leur raconter quelque chose dont il a été témoin. Ça peut être une conversation, une scène de vie qu'il a captée au cours du siècle. Et là, donc, ils doivent écrire un petit texte sur qu'est-ce que cet arbre, de quoi a-t-il été témoin. Ou ça peut être imaginer une scène de crime sur la rue Saint-Laurent. et le regard change. Ou une scène d'amour sur, je veux dire, une histoire d'amour, pas une scène, une histoire d'amour. Et là, le regard même physique des lieux change complètement. On n'est plus du tout, on n'est pas du tout attentif à la même chose. Et si je les fais mettre dans la peau d'un photographe, par exemple, là encore, ils sont réceptifs à d'autres détails dans la rue. Et ce sont des expériences qui sont très stimulantes. Alors je mêle aussi le dessin parfois à l'écriture, parce que pour moi, mêler la forme, le geste avec le mot donne des résultats aussi très très puissants. Donc ça me donne le goût de l'essayer. Vraiment, là. En tout cas, j'ai de bons commentaires. Parce que des fois, on fait pas l'effort. Si on peut, par exemple, je parle pour moi, là, j'ai un intérêt pour l'écriture. C'est quelque chose qui m'a toujours interpellée. Puis je tiens un journal depuis des années, pour justement, on parlait de l'effet apaisant. Moi, c'est ça l'effet que ça me donne. Mais des fois, on prend pas la peine de faire des exercices comme ça pour, comme tu dis, se mettre dans la peau d'un arbre ou d'un photographe. C'est des exercices qui nous permettent de sortir peut-être de nos habitudes d'écriture aussi, puis d'essayer ça. Fait que ça doit être super intéressant d'aller plus dans l'exploration aussi là-dedans. Ben écoute, vraiment, tu as les mots qu'il faut. L'idée, c'est réellement d'explorer. Et de se laisser surprendre aussi par son écriture, parce que forcément, je leur demande des exercices très très différents. Je pars parfois de textes québécois, hier, j'étais partie d'une chanson de Jean Leloup, Balade à Toronto, et parfois je leur demande d'apporter une image, une photo qui représente pour eux l'état du monde aujourd'hui. Donc ils parlent de leur regard sur le monde aujourd'hui, etc. Mais je voudrais en fait rebondir sur ce que tu dis, parce que j'ai rencontré plusieurs participants qui tenaient un journal intime. Ok. Et moi, ce n'est pas quelque chose que je faisais. Je t'avoue. Autant j'écris pour les autres, autant je me sens extrêmement à l'aise dans la fiction. Mais le domaine plus récit de soi, journal intime, autobiographique, j'étais moins familière avec ça. Sauf que quand on commence à dire qu'on écrit puis qu'on a publié, là, tout le monde, les gens nous parlent beaucoup, hein. Ouais. Et je vais le dire très très franchement, j'avais comme une image, comme ouais, c'est parler de soi, c'est un peu centré sur soi. Se raconter à soi-même. Ouais, voilà. Ouais. Donc le gros préjugé. Sauf que les gens qui me parlaient, qui me disaient ça m'apporte un apaisement, mes idées sont plus claires, j'ai comme un autre éclairage. C'était absolument pas des gens égocentriques, au contraire, même des gens tournés vers les autres. Enfin, je veux dire, ça ne collait pas du tout à l'image que j'en avais. Alors du coup, je me suis intéressée davantage à tout ce qui est autobiographie. Et puis oui, effectivement, je veux dire, c'est un univers. On a quand même le meilleur et le pire. Au niveau de la littérature, enfin je veux dire autobiographique,
On a ceux qui se racontent quand même, qui ne font que ça. Et le pire, ça serait quoi, par exemple, tu parles de vraiment des livres publiés, des autobiographies? Oui. OK. Oui, en fait, Ils sont complaisants envers eux-mêmes, c'est ça qui te dérange? En fait, je trouve qu'on a, on a un petit peu tout, mais c'est vrai que au bout d'une chaîne, on a le récit qui est très narcissique et c'est très désagréable à lire. C'est vraiment pénible. Et à l'autre bout de la chaîne, on a, quelqu'un qui a vécu des expériences. Il y a une profondeur, il y a une honnêteté, une authenticité, il y a un goût de partager, il y a un goût de comprendre, il y a un souci introspectif, mais vraiment, tu comprends ce que je veux dire dans le bon sens du terme. Et ça, c'est très agréable. C'est vraiment très agréable. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas monter un atelier d'écriture autobiographique, récit de soi. Et quand je me suis intéressée à ça, j'ai mieux compris aussi pourquoi les gens recherchaient ça. Parce que finalement, il y a quand même des points communs chez les participants. Et ce que j'entendais beaucoup, c'est des personnes qui enfin, c'est pas forcément que j'entendais, c'est plutôt des choses que je captais. Le besoin de se réapproprier sa vie. C'est comme si il y a presque même chez eux, je me souviens chez 2 personnes, presque un acte de rébellion. Tu sais, cette espèce de fatigue de se laisser imposer une lecture du monde. J'ai envie d'exprimer ma propre vision sur les choses. Cette fatigue aussi d'associer sa valeur personnelle à des gratifications, de l'admiration externe, c'est le nombre de likes ou le nombre. Oui, ma valeur, qui je suis, vaut plus que. Donc ça, c'est des choses que j'entendais. Puis je me dis, il y a une forme de résistance dans cette écriture qui est entendre sa propre voix intérieure parce qu'elle tend à être effacée par toutes les voix du monde et on sait que certaines voix sont très criardes. Ah ouais, vraiment. Et ce sont pas forcément les gens les plus intéressants. Non, effectivement. Mais c'est une façon de s'affirmer, de dire j'ai telle façon de penser, j'ai telle réflexion, je la couche sur papier, je l'affirme haut et fort. Oui. De s'affirmer, mais pas forcément devant les autres. C'est pour aussi, soi-même. Voilà, entendre sa voix intérieure, se découvrir. À travers ça, oui. Oui, tout à fait. Et puis quand même, prendre du recul, de la hauteur. Mettre de l'ordre dans les idées. Mettre de l'ordre dans les idées, apporter peut-être un autre éclairage. Oui, pour ça, l'écriture est incroyable. Mais moi, en fait, c'est pour revenir au journal intime, par exemple, c'est vraiment des fois, j'ai des pensées qui reviennent constamment dans ma tête sur une situation ou quelque chose, mais le fait de l'écrire, ça a un effet libérateur de le poser à quelque part d'autre que dans sa tête aussi. Je trouve que ça peut avoir aussi l'idée de passer à autre chose aussi, de faire comme, OK, check, c'est écrit à quelque part, maintenant, je peux concentrer mon cerveau sur d'autres choses, peut-être. Oui, c'est très intéressant. Je suis tout à fait d'accord. Pour moi, c'est très... Mais tu vois, c'est comme si j'avais c'est un peu physique, tourner la page. Absolument. Écrire effectivement, sur la feuille, là, toutes ces pensées et tout. Puis ça peut effectivement être des choses qui... on sait que, bon, parfois notre confiance en nous se heurte aussi contre les parois de la vie qui peut nous bousculer. Donc d'écrire tout ça sur papier et après de tourner la page ou de décider d'un nouveau chapitre également de sa vie. C'est pas juste dans sa tête, il y a quelque chose d'un peu physique et symbolique dans la manière de le faire. Et puis parfois, je sais pas si ça te fait ça, mais moi quand je suis heureuse, ça m'a... parce que j'ai plein de carnets à la maison, c'est comme un lancer de confetti. J'écris, il y a plein de mots qui sortent, c'est comme... une explosion de mots et de joie en même temps. Oui, c'est ça. Puis ça peut être une façon aussi d'exposer une certaine vulnérabilité de l'écriture, d'être très proche de soi. Tu sais, tantôt, quand tu me parlais de ton roman Agenda, tu me disais « je vivais les émotions », il y a une vulnérabilité là-dedans, il y a une vérité là-dedans aussi qu'on peut atteindre. Je trouve.
je trouve. En tout cas, c'est la littérature qui m'intéresse. C'est vraiment la littérature qui sonne juste, mais qui sonne vraie aussi. Parce que, je veux dire, on peut dire plein de choses, on peut inventer, mais je trouve que la langue qui est incarnée, quand les mots sont bien sentis, puis on le voit avec notre entourage, la manière dont, quand on dit à quelqu'un je te souhaite le meilleur, et quand on le pense du fond du cœur, ça n'a pas du tout la même résonance. Donc je pense que c'est important que ce soit relié à qui on est, enfin je veux dire au ressenti. Tu l'as abordé un peu tantôt, l'idée d'être à la recherche des likes, d'avoir comme un certain retour sur les réseaux sociaux. Je me demandais si, à ce niveau-là, t'avais eu une réflexion là-dessus aussi à travers tes ateliers, l'idée de l'écriture qui prend une nouvelle forme aussi sur les réseaux sociaux. Les mots qui ont un différent pouvoir, parce qu'on entend beaucoup parler des gens qui peuvent avoir des commentaires haineux sur les réseaux sociaux, les trolls qu'on appelle, les gens qui ont ce besoin de s'exprimer qui est très fort aussi. Est-ce que, selon toi, il y a un nouveau poids au mot qui vient un peu avec cet espace public-là qui est maintenant accessible à tout le monde, puis dans lequel tout le monde peut donner son opinion? J'ai parfois l'impression inverse que le déballage d'émotions, ou de sa vie personnelle, ou d'anecdotes, ou de waouh, non, ok. Ma vie est merveilleuse. Oui, c'est ça. Je trouve que ça dilue beaucoup le message. Ok. Moi, j'encourage. En fait, si tu veux, au niveau de des exercices d'écriture que je demande à mes participants, il y a des périodes de temps que je leur donne. Parfois, c'est des choses un peu plus longues, mais parfois, je leur dis, ok, juste en quelques mots là, comme en 6 mots. Dire un message, ça peut être tellement plus fort, un message qui ne contient que 6 mots, plutôt que vraiment le long déballage, parce que ça dilue le message, ça dilue l'information, et puis les plus bavards, encore une fois, ne sont pas forcément les plus intéressants. J'aimerais accéder davantage aux gens qui ont quelque chose à dire. C'est pas eux qui s'expriment nécessairement voilà. Sur ces plateformes-là. Oui, mais parce que parfois ils n'ont pas les mots pour le dire, tout simplement. C'est-à-dire que il y a une richesse, vraiment une richesse intérieure, un univers très riche, et on dirait qu'ils n'ont pas les mots pour le dire. Comment trouver les mots? Oui. À part aller à tes ateliers, bien sûr. Il faut d'abord les entendre, les mots. Il faut d'abord être capable de les entendre. Et on entend les mots, enfin je veux dire, pour recevoir les mots, il faut savoir aussi les recevoir, les mots. Il faut savoir les dire, il faut savoir les recevoir. Et puis je trouve que oui, c'est facile de faire commerce des mots. Enfin, je trouve ça très très agaçant en fait. Faut faire attention. Je veux dire, les mots ont un poids. Et je trouve qu'aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, non, pas forcément aujourd'hui, c'est peut-être probablement depuis toujours. Peut-être qu'aujourd'hui, quand même, il y a quelque chose qui me frappe davantage. Ou alors, c'est parce que dès que je dis que j'ai écrit sur un thème, par exemple, profiter de l'instant présent, les gens disent « Ah, mais oui, je connais, et ils me sortent plein de mots, mais qui ne leur appartiennent pas. Ce sont des mots qu'ils ont empruntés alors à un gourou ou qu'ils ont empruntés à un auteur. Et donc, ces mots n'ont aucun poids. En fait, c'est comme des coquilles vides. Et je trouve ça dommage. Je trouve que ça serait bien que les gens développent leurs propres mots. C'est qu'ils adhèrent à des mots, à une pensée sans y réfléchir plus loin que ça. Ben ça, c'est la philosophe qui parle, je crois. C'est quand même très très fréquent en fait que les gens utilisent des jargons ou se disent « Ah, je suis adepte d'eux » et hop, ils adoptent le discours de quelqu'un dont ils ont appris, mais ils ne comprennent pas le sens. C'est-à-dire que derrière les mots, il y a différentes représentations, il y a différentes significations, il faut creuser davantage. On peut pas s'en servir simplement comme ça, comme des balles qui rebondissent et qui finissent par tomber au sol.
Donc, pour moi, le pouvoir des mots, ce serait quand même de les entendre, de se les approprier et d'aller au-delà du jargon, au-delà des phénomènes de mode où Ah ouais, on répète les mots qu'on a entendus alors qu'ils n'ont aucune idée de ce que la personne avait comme philosophie derrière ces mots ou du sens de ces mots. Je t'avais demandé aussi, avant qu'on se rencontre, de réfléchir à des auteurs Oui. qui faisaient écho au thème du pouvoir des mots, justement. Puis, en fait, là, tu me fais totalement faire des découvertes parce que c'est pas des auteurs avec lesquels, à part Evelyne de la Chenelière, qui est plus connue, je dirais, surtout pour Monsieur Lazare, la pièce qui a été adaptée au cinéma, qui est magnifique, et tout ça. Donc, j'étais curieuse de t'entendre. Premièrement, Evelyne de la Chenelière, pourquoi est-ce que tu... Ben, en fait, justement, cette femme-là, elle m'a vraiment impressionnée depuis le début, en fait. Qui est comédienne aussi, dramaturge. Oui, mais c'est justement, son écriture, en fait, est vraiment imbibée de son expérience. Et quand elle parle, quand elle écrit, vraiment, ça résonne très, très fort. On sent que ses mots, son langage est investi. Et c'est incarné. Et ça paraît, ça donne. Et puis en plus, elle a tendance à utiliser aussi des images. Et ces images sont très parlantes. En tout cas, vraiment, j'adore cet auteur. Est-ce qu'il y a d'autres auteurs aussi dont tu voulais... Il n'y a pas si longtemps, en fait, j'ai découvert Mélissa Véro. Oui, je la connaissais pas, c'est une Québécoise. Oui, elle est toute jeune. Mais il y a quelque chose de léger, de fluide, de aérien dans son écriture. C'est très, très agréable et en même temps, il y a une profondeur. En tout cas, c'est comme... Voilà, ce sont des coups de cœur littéraires. Tout simplement. Mais sinon, il y a d'autres auteurs qui me suivent depuis... que je suis... Enfin, je dis ils me suivent parce que ça va dans les deux sens. Ils me suivent lorsque les livres m'accompagnent, leurs livres m'accompagnent partout. Il y a Tonino Benakista, qui est franco-italien, que j'ai connu avec le roman Saga. Et c'est quelqu'un qui a un regard décalé sur le monde. Il regarde des choses avec beaucoup de recul. Il a aussi écrit quelqu'un d'autre. En tout cas, son écriture est extrêmement habile, mais c'est sûr qu'il regarde Saga, par exemple, il se moque beaucoup du phénomène de la popularité, de la célébrité. C'est une parodie. Et ça devient très drôle. Hein. Donc c'est comme s'il grossit un peu les travers de la société. Ah ouais. Mais c'est jamais avec méchanceté, c'est plutôt un regard amusé. Puis sinon, il y a différents auteurs. Il y a aussi, je sais pas trop comment, Svetisla Bazara. Je suis désolée si vraiment je prononce mal son nom. C'est un Serbe. Il est serbe. Et il a écrit un petit roman notamment perdu dans un supermarché. Et c'est tout à fait étonnant comme lecture parce que à propos de lui, on a parlé de poésie de l'absurde. Il y a toutes sortes de qualificatifs. Moi, je trouve surtout que c'est impertinent. On lit l'histoire, puis à un moment donné, hop, il sort du cadre, puis il interpelle directement le lecteur. Vous m'avez cru? Ah ouais. Ou alors, là, je sais pas trop ce que je fais. En fait, donc il y a l'auteur qui interpelle le lecteur et c'est d'une impertinence. Et quand on le lit, on a cette double lecture. On lit l'histoire, mais en même temps, on l'entend tellement rire quand il écrit. C'est comme si on lisait deux histoires en même temps. Ah ouais. Ouais, c'est très particulier, très particulier. C'était quoi le nom du roman déjà? Perdu dans un supermarché. Ok. Oui. Enfin, il en a écrit beaucoup d'autres. Moi, c'est celui-là que j'ai découvert. C'est celui-là qui t'a interpellé. Et puis, il y a aussi Andrei Makin, qui vit en France, mais qui est originaire de Russie et qui a écrit des livres absolument magnifiques. Et c'est quelqu'un aussi dont l'écriture est tout à fait étonnante parce qu'elle est pleine de sensibilité. Et il donne l'impression, en fait, d'être quelqu'un qui a contenu sa sensibilité tant qu'il vivait en fait en Russie, un petit peu dans un système où le contrôle est plus important, où les gens peut-être se surveillent davantage dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils montrent d'eux-mêmes. Et là, il laisse exploser sa sensibilité dans son écriture. Et il y a un esthétisme parce que, quand je dis qu'il laisse exploser sa sensibilité,
c'est toujours avec pudeur. Donc, il exprime les choses d'une manière très sensible et en même temps très pudique. Et en même temps, il y a quelque chose de très esthétique. C'est vraiment beau. Enfin, donc, c'est pas mal les auteurs qui m'ont marqué. Ouais. Ça donne envie de les lire, vraiment, là. Tu t'en parles avec tellement d'intérêt. Puis moi aussi, j'avais une recommandation, mais c'est pas une auteure à proprement parler de roman, mais c'est Maude Bergeron qui fait un projet qui s'appelle Les Folies Passagères. D'accord. Je sais pas si tu connais ça. En fait, c'est une artiste qui fait des illustrations et des textes qu'elle va publier sur les réseaux sociaux. Elle aborde toutes sortes de sujets sans tabou. Ça peut être la diversité corporelle, les droits des personnes LGBTQ, ça peut être des maladies mentales, la santé mentale en fait, la sexualité, les relations humaines. Et c'est vraiment un appel à la tolérance qu'elle va faire autant à travers ses illustrations que ses textes. Il y a quelque chose de vraiment touchant là-dessus. Puis moi, à un moment donné, j'ai vu passer sur les réseaux sociaux un de ses textes sur la solitude, sur comment une personne qui éprouve la solitude peut se sentir. C'était écrit avec beaucoup de sensibilité, mais aussi on sent qu'il y a une recherche derrière ses propos, qu'elle parle pas à travers son chapeau. Puis je trouve ça vraiment intéressant aussi qu'à travers l'illustration, ça nous donne un peu une porte d'entrée sur le texte. Je trouve que c'est le fun de voir sur les réseaux sociaux aussi des fois des artistes qui vont nous accompagner un peu dans notre quotidien sur les réseaux sociaux, mais qui vont nous offrir un regard différent sur le monde qui porte à réflexion. Donc vraiment, je t'encourage à la suivre, Maude Bergeron, qui écrit pour Les Folies Passagères. C'est vraiment une belle découverte pour moi, puis elle vend aussi toutes sortes de produits aussi dérivés de son art. Donc je vous encourage à aller regarder ça, puis toi tu iras voir ça, puis moi je vais regarder tes artistes, tes auteurs préférés. Ben merci d'avoir été avec nous. Notre discussion se termine déjà, ça a passé vite. Si on veut te suivre, si on veut savoir ce qui s'en vient, je pense que tu as 2 livres qui vont sortir dans les prochaines semaines. En fait, ça sort le 15 mai. Ce sont donc 2 livres, justement, des ateliers d'écriture. Alors, un livre, c'est Atelier d'écriture du matin, et l'autre livre, c'est Atelier d'écriture du soir. Et c'est pour permettre aux personnes, chez elles, de pouvoir, à partir d'exercices d'écriture, donc d'un accompagnement, d'écrire pour elles-mêmes. Alors, ce sont les éditions Jouvence qui vont publier ça, donc en mai, le 15 mai. Et sinon, tes autres livres sont disponibles en librairie, j'imagine? Oui, les 2 livres, donc La saveur de l'instant présent aux éditions Ici, et puis PS, j'ai oublié de te dire, aux éditions Amalthée, ont été publiés en 2018, donc oui, ils sont disponibles en librairie. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec moi, puis ton amour pour les mots se transmet vraiment bien, puis ça donne envie de mieux les apprécier, de mieux les savourer. C'était vraiment intéressant. Merci. Je te remercie aussi beaucoup, c'était très agréable de faire l'entrevue avec toi. C'était ma découverte de Myriam Jézéquel. Je m'appelle Élise Madé. Merci d'avoir écouté ce podcast au complet. Vous savez pas à quel point c'est important pour moi. Puis ce qui serait important aussi, c'est de donner un petit 5 étoiles au podcast. Sur ce, je vous dis au revoir et à très bientôt. Ah, et juste avant de se quitter, j'étais en train de réfléchir à des nouveaux concepts pour ma découverte. Je pense que ça va être bien intéressant. Restez à l'écoute.